Si je vous pose la question d'un point de vue géopolitique, quel est le meilleur allié de la Chine à l'heure actuelle? Beaucoup d'entre vous me répondront la Corée du Nord. Alors c'est vrai, la Corée du Nord est le seul pays à avoir une alliance militaire avec la Chine depuis 61. Donc si quelqu'un attaquait la Chine, alors la Corée du Nord devrait la défendre et vice versa. Pourtant, depuis plusieurs années déjà, Pékin prend ses distances avec Pyongyang. C'était particulièrement visible avant l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir parce que la Chine voulait faire preuve de responsabilité et avait accepté la mise sous sanction de la Corée du Nord par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sans y opposer son veto. Et pourtant, la Chine a des réserves à l'égard des pays qui dans son entourage proche se sont dotés de l'arme nucléaire et dont les régimes ne sont pas particulièrement stables, comme la Corée du Nord, mais aussi le Pakistan. La vérité, c'est qu'il est très compliqué de mesurer objectivement le niveau d'entente entre deux pays. Mais certains chiffres peuvent nous donner des pistes, notamment quand on parle du commerce des armes. Généralement, un État ne vend des armes qu'à un pays en qui il a confiance, qui est donc le principal importateur d'armes chinoises. Et ouais, c'est le Pakistan. Entre 2016 et 2020, il a acheté 38% de toutes les armes vendues par la Chine. Mais c'est pas tout. La Chine possède 30% de la totalité de la dette extérieure du Pakistan. Elle y construit aussi un corridor commercial et un port, deux infrastructures cruciales pour la sécurité de la Chine. On revient dessus un peu plus tard. Le Pakistan est un des pays les plus instables d'Asie. On l'a déjà vu sur Diplo la semaine dernière, le pays est à deux doigts de la faillite. Et c'est d'autant plus inquiétant quand on sait que le pays a la bombe atomique et qu'il a une doctrine nucléaire à la gâchette plutôt facile. Il faut ajouter à ça les près de 45 groupes terroristes différents qu'on retrouve sur le territoire national. Rien que sur les 10 premiers mois de 2022, on compte plus de 300 attentats. Donc d'une part, c'est l'un des alliés les plus importants de la Chine, mais de l'autre, c'est aussi l'un des plus instables. Alors pourquoi la Chine est-elle si intéressée par le Pakistan? Dans quelle mesure cette amitié est-elle problématique pour l'Occident? La Chine pourrait-elle mettre fin au terrorisme au Pakistan? On commence par un peu d'histoire. On récolte ce que l'on sème. Le Pakistan est l'un des 7 pays dont le nom se finit par Stan. En réalité, le reste de son nom vient d'un acronyme. Tous ces noms correspondent aux principaux groupes ethniques qui vivent au Pakistan. P pour les Pendjabis, A pour les Afghans, K pour les Cachemiris. En anglais, Cachemiri ça commence par un K, S pour les Sindhis et T pour les Baloutches en écho à la région du Baloutchistan. On est d'accord, ça aurait dû être le Pakisbé, mais ça sonne moins bien. Ce qui est sûr, c'est que le nom du pays est chargé de sens et d'histoire. Ça commence avant l'arrivée de l'Empire britannique. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Pakistan était en fait un territoire scindé entre différents groupes ethniques qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc sur le papier, aucune raison de créer une nation avec tous ces groupes. Le plus grand d'entre eux était celui des Pendjabis et il y avait beaucoup moins de Pashtuns, de Sindhi, de Sarakis ou de Baloutches. Chaque groupe parlait une langue différente. Par exemple, la langue des Pendjabis était et reste encore l'ourdou qui est aujourd'hui la langue officielle du pays. À un moment donné, les Anglais débarquent et colonisent une énorme mosaïque de cultures et d'ethnies différentes. Et plus tard, en 47, ces territoires redeviennent indépendants. Après plusieurs guerres, on finit par retrouver le territoire qu'on connaît aujourd'hui comme le Pakistan. En gros, c'est la tentative de créer une seule nation qui rassemble différentes ethnies, sauf que le pays n'a jamais réussi à résoudre les tensions entre les différentes religions et ethnies. Et c'est la raison pour laquelle l'entente entre le Pakistan et l'Inde est si compliquée. C'est justement à cause de ces conflits religieux qu'on parle tant de la région du Cachemire. Quand l'Empire britannique arrive sur le territoire, il décide de donner la responsabilité de la gestion du Cachemire à une ethnie hindoue minoritaire, les Dogras. Il se débarrasse de tous les musulmans au pouvoir dans la région, religion qui représente quand même 95% de la population. Mais le point de rupture provient réellement de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 47. Le Pakistan revendique la souveraineté sur le Cachemire, mais le gouverneur de la région l'attribue à l'Inde. Depuis, entre les deux nations, c'est pas la joie. C'est seulement l'un des nombreux conflits qui affectent le Pakistan. Les tensions entre les groupes ethniques ont toujours été très vives. Pourtant, c'est pas systématiquement une question de religion ou d'ethnie. C'est une question d'économie, et plus particulièrement de répartition inégale des ressources. Au Pakistan, les ressources de l'État sont distribuées dans chaque région en fonction du nombre de personnes vivant dans celle-ci. La moitié des ressources est accordée à la région du Pendjab qui compte 110 millions d'habitants à elle seule sur les 220 millions que compte le pays. On rajoute à ça une majorité parlementaire pour les Pendjabis, ce qui leur permet de privilégier leurs intérêts. La recette parfaite pour un conflit ethnique.
Les Sarakis et les Pashtuns qui vivent dans le sud du Pendjab dénoncent notamment un manque de ressources. Mais la région la plus délaissée est sans aucun doute celle du Baloutchistan, dans le sud du pays. Le Baloutchistan est la plus grande région du pays, mais seuls 5% de la population y vit. C'est pourquoi, de toutes les régions, c'est celle qui reçoit le moins de ressources et de financement public. Les Pendjabis qui y vivent ont repris à leur compte une grosse partie des terres qui appartenaient aux Balouches. Et en plus, ils se sont immiscés avec force depuis la capitale du pays, Islamabad, dans la politique régionale du Baloutchistan. En réponse, le groupe terroriste Balochistan Liberation Army, l'armée de libération du Baloutchistan, voit le jour en 2000. Depuis, se sont banalisées les infos comme celle-ci. La Balochistan Liberation Army revendique l'attaque de Karachi et la première femme kamikaze. L'explosion a détruit une camionnette à l'intérieur de l'université de Karachi, dans le sud du Pakistan. La BLA a déclaré que l'attaque avait été perpétrée par une femme kamikaze. Et ouais, tous ces conflits ont mené à la création de nombreux groupes terroristes. Mais le pire, c'est que beaucoup d'entre eux sont soutenus par l'armée pakistanaise. Quel intérêt pour une armée de soutenir des groupes terroristes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se pencher sur l'ennemi numéro 1 du Pakistan, l'Inde. L'armée pakistanaise a une stratégie très particulière concernant l'Inde. Une stratégie dont la doctrine est « Bleed India with 1000 cuts », soit littéralement saigner l'Inde avec 1 millier de coupures. Cette stratégie consiste à soutenir des groupes d'insurgés en Inde afin de déstabiliser le pays. Depuis, on trouve des dizaines de groupes terroristes dans la région du Cachemire, tous aux noms plus imprononçables les uns que les autres. Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen et Jaish-e-Mohammed, pour ne citer que. Lashkar-e-Taiba est par exemple responsable des plus grands attentats terroristes en Inde, y compris l'attentat à la bombe de Mumbai en 2008 qui a tué 170 personnes. Le problème avec cette stratégie, c'est que l'on récolte ce que l'on sème, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le financement des groupes terroristes est à double tranchant. En plus de poser un problème sécuritaire, c'est aussi devenu un problème économique. Mais on a déjà parlé de l'économie pakistanaise dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on se penche plutôt sur un acteur qui a joué un rôle très important dans l'essor du terrorisme au Pakistan, les États-Unis. Mais quel intérêt pour Washington de financer des groupes terroristes au Pakistan? On regarde ça de plus près. Pax Americana. Pendant la guerre froide, le Pakistan très religieux s'est allié aux États-Unis pour combattre une Union soviétique sans Dieu. C'est comme ça que les US sont devenus le plus gros fournisseur d'armes du Pakistan et, par la même occasion, un formateur de groupes terroristes. En fait, jusqu'en 65, le Pakistan importait 70% de ses armes depuis les États-Unis. Depuis, leurs relations se sont dégradées. En fait, en 65, l'Inde et le Pakistan se déclarent la guerre concernant la souveraineté sur le Cachemire. Pour éviter que le conflit dégénère, Washington impose un embargo sur les ventes d'armes à l'Inde et au Pakistan. Un embargo qui se renforce dès le lancement du programme nucléaire pakistanais. En 79, quand l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, le Pakistan redevient l'allié clé des États-Unis. C'est par le Pakistan que transitent les armes que Washington envoie aux talibans, la guérilla qu'ils entraînent et arment contre l'armée rouge. C'est aussi au Pakistan que viennent se réfugier et se reposer les cadres talibans entre leurs offensives, en particulier dans les zones tribales. Au début des années 2000, leurs relations s'améliorent un peu. Après les attentats du 11 septembre, les US déclarent la guerre au terrorisme taliban et Oussama Bin Laden devient l'homme le plus recherché au monde. Les talibans conservent leurs habitudes au Pakistan, même si leur ennemi sur le terrain a changé. Ils luttent désormais contre les États-Unis et leurs alliés et non plus contre les Russes. Et parce qu'ils pensent qu'ils se cachent en Afghanistan, les États-Unis demandent l'aide du Pakistan contre, entre autres, la levée des sanctions commerciales et une aide financière. C'est justement au moment où Bin Laden fut retrouvé que les relations entre le Pakistan et les US se rompent. Bin Laden était retranché dans l'une des villes les plus riches du Pakistan, Abbottabad, où il vivait depuis des années dans une villa dans la banlieue chic de la ville. Comment l'armée pakistanaise n'a-t-elle rien remarqué? Ou plutôt, pourquoi fermait-elle les yeux? Après cet épisode, les relations entre les deux pays se sont énormément refroidies. Par conséquent, le flux d'armes US vers le Pakistan s'est considérablement réduit. Alors, à partir de ce moment-là, à qui le Pakistan va-t-il acheter ses armes? Eh ben, à la Chine. La Chine à la rescousse. En avril 2015, le président chinois Xi Jinping se rend pour la première fois au Pakistan en tant que chef d'État. Ce qu'il dit avant sa visite est très révélateur. Quand j'étais jeune, j'ai entendu beaucoup d'histoires touchantes sur le Pakistan et l'amitié entre nos deux pays. Pour n'en citer que quelques-unes, j'ai entendu parler de la façon dont le peuple pakistanais s'efforçait de construire son beau pays, comment le Pakistan a ouvert un couloir aérien pour que la Chine atteigne le monde et comment il a aidé la Chine à retrouver son siège légitime aux Nations Unies. Ces histoires m'ont profondément marqué. J'attends avec impatience ma prochaine visite d'État au Pakistan. Xi Jinping 2015. Les relations entre la Chine et le Pakistan d'aujourd'hui datent d'avant l'ère coloniale britannique en Asie du Sud. Mais la véritable amitié entre le Pakistan et la Chine de Mao d'abord et de Xi Jinping aujourd'hui, elle ne commence qu'après leur indépendance respective.
Le Pakistan est l'un des premiers pays à reconnaître la Chine en tant que nation. Il accepte aussi la délimitation de sa frontière nord avec le Xinjiang telle qu'elle a été proposée par la Chine. Et en parallèle, la Chine soutient le Pakistan dans ses guerres contre l'Inde, leur rival commun. Après que les US coupent leur approvisionnement en armes en 65, la Chine s'empresse de combler le vide et entre 65 et 73, 60% de toutes les armes importées par le Pakistan sont chinoises. Aujourd'hui, 40% de toutes les importations d'armes du Pakistan proviennent toujours de la Chine. Et ils importent toutes sortes d'armements. Chars VT4, drones, sous-marins, chasseurs JF-17. La demi-mesure, ils connaissent pas. Et leur alliance commerciale ne s'arrête pas aux armes. Le Pakistan fait partie des nouvelles routes de la soie. Même qu'en 2015, la Chine et le Pakistan ont créé un corridor économique entre les deux pays avec la bagatelle de 60 milliards de dollars d'investissement chinois. Profitant de la situation géographique privilégiée du Pakistan avec un littoral sur l'océan Indien, limitrophe au monde arabe et en particulier à l'Iran, le Pakistan est une opportunité en or pour la Chine. Son projet phare s'articule d'ailleurs autour d'une ville côtière, la ville de Gwadar. On a déjà parlé ici de l'importance de cette ville, mais ça vaut le coup de rappeler les faits. La ville de Gwadar se situe au sud du Pakistan, dans la province du Balochistan. Sa proximité avec le détroit d'Ormuz en fait un lieu parfait pour construire un port et pour accueillir toutes sortes de marchandises, notamment du pétrole. Le pétrole acheté par la Chine passe par les eaux territoriales indiennes. En cas de conflit, l'Inde pourrait couper le trafic et susciter l'effondrement de la Chine en quelques semaines, voire quelques mois. Le port est donc la pièce maîtresse autour de laquelle s'articulent d'autres projets d'infrastructure de la ville, comme la construction d'un hôpital ou d'un brise-lames. Mais la clé de voûte, c'est le futur oléoduc reliant Gwadar à la Chine, qui traversera tout le Pakistan du sud au nord. Ça ne vous a peut-être pas échappé, la ville de Gwadar est bien au Balochistan, région dans laquelle opère le groupe terroriste Balochistan Liberation Army, ce même groupe qui a tué 3 citoyens chinois en avril 2022. La Chine, elle ferme pas les yeux sur le terrorisme. Bien qu'elle contribue financièrement au développement économique du pays, elle entreprend aussi des projets centrés sur la sécurité. Car oui, le manque de sécurité a empêché les projets chinois au Pakistan de respecter le planning initial. Les Chinois ont même demandé que toute la ville de Gwadar soit murée. On ajoute au problème sécuritaire une économie pakistanaise au bord de l'effondrement, un pays incapable de payer ses dettes. Résultat, c'est un scénario à très haut risque pour la Chine. La crise politique au Pakistan inquiète la Chine et ses nouvelles routes de la soie. Il est clair que le Pakistan a besoin de la Chine et que leur relation initialement basée sur une reconnaissance mutuelle est précieuse pour les deux pays, que ce soit sur le plan militaire ou économique. C'est pourquoi, bien que le Pakistan est un terrain risqué pour les investissements chinois, la Chine parie lourdement sur leur alliance. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la présence chinoise permettra d'atténuer le terrorisme au Pakistan? Quel avenir pour cette belle entente entre les deux pays? Tu peux répondre en commentaire et comme d'hab, oublie pas que sur Diplo, on publie 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour te tenir au courant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la faire tourner à tes proches. Prends soin de toi et à très bientôt.